Bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette conférence. Aujourd'hui, nous étudierons un sujet intéressant, qui nous apprendra l'importance de cesser de s'identifier à chacune des circonstances de notre vie quotidienne et l'importance de cesser de critiquer les autres. Mettre fin à ces deux erreurs dans lesquelles nous tombons si fréquemment permettra de faire en sorte que la conscience que nous éveillons par le travail intérieur ne s'endorme pas. Commençons par parler de non-identification, afin de comprendre ce que signifie s'identifier à quelque chose. Et pour que nous puissions comprendre pourquoi nous nous identifions si souvent aux différentes circonstances qui nous arrivent. Et aussi que nous comprenons que lorsque nous nous identifions à quelque chose, nous nous oublions, la conscience s'endort, et l'état d'éveil et de perception alerte dans lequel la conscience peut se manifester en nous, est perdu. Qu'est-ce que l'identification? S'identifier, c'est devenir identique à l'un de nos défauts psychologiques. C'est laisser un défaut prendre le dessus sur notre corps, notre machine humaine, alors nous commençons à réagir, penser, ressentir et agir comme ce défaut. Par exemple, si lors d'une dispute la personne s'identifie à son défaut de colère qui apparaît à ce moment-là, elle deviendra identique à la colère. Puis il frappe, maltraite, crie, il ne pense qu'à blesser, humilier et se venger, et il ne peut qu'éprouver de la haine, du ressentiment, etc. Tout cela fait partie du moi en colère auquel il est devenu identique. Lorsque nous nous identifions à un défaut, nous le laissons envahir tous les centres de la machine humaine. Si, dans une situation de luxure, la personne ne maintient pas l'état de rappel d'elle-même, de sorte que la conscience soit celle qui maintient le contrôle de la machine humaine, alors elle deviendra identique à la luxure. Il ressentira, pensera, parlera et agira de manière obscène. Parce que lorsqu'il s'identifie et perd l'éveil, sa convoitise prend le dessus. Ainsi, il fait des erreurs, gaspille sa précieuse énergie sexuelle et se dégénère davantage. Et tout cela grâce à l'identification dans laquelle il est tombé dans cette circonstance. De même lorsque, face aux différentes circonstances de la vie, la personne s'identifie à la peur, à l'inquiétude, à la tristesse, à l'anxiété, à l'envie, à la paresse, à l'angoisse, à la dépression, etc. Et le problème de l'identification à un défaut est que l'identification endort la conscience. Lorsque nous nous identifions, nous tombons dans la fascination et l'inconscience du rêve psychologique. Tant que l'un des moi psychologiques agira chez la personne, la conscience n'agira pas. Nous savons déjà que l'éveil de la conscience nécessite des efforts continus pour maintenir l'état de rappel de soi, pour maintenir l'auto-observation, pour être capable d'identifier et d'éliminer tous les défauts psychologiques ou égaux qui se manifestent en nous à chaque instant et face aux diverses situations que nous vivons. Et ce que font nos défauts, c'est nous faire nous identifier à eux, nous sortir de cet état d'éveil, afin qu'ils puissent agir sur nous, voler notre énergie et nous amener à faire des erreurs. Si nous nous identifions à l'une des situations que nous devons vivre quotidiennement et que nous nous laissons fasciner par le scénario que le moi psychologique nous présente, alors nous devenons fascinés par ce qu'il nous fait penser, imaginer, la peur et le ressenti, et ainsi nous tombons dans un sommeil psychologique, alors que la conscience s'endort. Si nous pratiquons la rétrospection la nuit, nous réaliserons à quel point nous restons identifiés, nous oubliant nous-mêmes tout au long de la journée. C'est ainsi que nous marchons, endormis pendant la journée, et pour cette raison, la nuit, nous ne pouvons pas sortir consciemment vers le plan astral. Si nous voulons vraiment éveiller les consciences, nous devons commencer par nous éveiller de ce rêve quotidien, nous devons commencer à comprendre et voir la vie comme un film. Un film dans lequel on a des scènes agréables, mais on a aussi des scènes désagréables. Cependant, elles sont tous éphémères. Tout ce que nous vivons dans ce monde physique est temporaire, il est englouti par le temps. Les gens passent, les idées passent, les choses passent, le monde entier est illusoire. Toute scène de la vie, aussi forte soit-elle, passe et périt avec le temps. La seule chose qui ne passe pas, c'est l'être parce que l'être est éternel. Donc la seule chose qui devrait nous intéresser c'est l'être, notre conscience, parce que l'être ne passe pas, l'être est l'être, le reste est illusoire et temporaire. On rencontre parfois des problèmes difficiles dans la vie. Il arrive que parfois il n'y ait aucune issue ni solution au problème, et celui-ci devient énorme, monstrueux, gigantesque devant notre esprit. Car lorsque nous avons un problème, quel qu'il soit, nous avons tendance à l'amplifier en y mettant beaucoup d'énergie mentale et émotionnelle. Nous nous inquiétons trop et nous continuons à y penser,
et à y penser, jusqu'à ce que nous commencions à nous sentir petits et incapables d'affronter et de résoudre le problème, et nous commençons à percevoir le problème comme quelque chose de trop important qui n'a pas de solution. Alors on succombe aux soucis, et on se dit « Comment vais-je faire? Que vais-je faire ?» On ne trouve pas d'échappatoire, et le problème devient d'autant plus monstrueux, énorme et gigantesque qu'on continue à y penser. Lorsque nous en arrivons à considérer un problème comme un monstre que nous ne pouvons pas gérer, à ce moment-là notre identification est grande et notre conscience est totalement endormie. On commence par l'imagination mécanique pour projeter que les pires choses vont arriver. Que nous irons en prison, que nos enfants mourront de faim, que nous serons embarrassés, etc. Nous devons observer comment nous avons tendance à entrer dans ces projections mentales fatalistes et comprendre comment cette négativité nourrit des défauts très lourds dans notre psychologie, qui renforcent cette circonstance pour qu'elle persiste et se répète constamment. Et tandis que nous imaginons tous ces scénarios catastrophiques possibles, nous souffrons comme si tout cela était réel, comme si tout cela se produisait déjà. Nous pouvons voir comment, en tombant dans l'identification, il y a des gens qui se suicident, parce qu'une circonstance de la vie s'est transformée en un énorme problème dans leur esprit, et ce monstre est devenu trop grand pour eux. Cependant, si nous comprenons le sujet que nous étudions aujourd'hui, dans toute situation difficile, nous nous souviendrons que ce qui nous arrive n'est rien de plus qu'une circonstance passagère comme tout le reste dans le monde. Et nous chercherons à éliminer les défauts psychologiques qui y agissent, afin que la conscience, qui est sagesse et amour, puisse se manifester en nous et nous donner la porte de la sortie et la compréhension. Normalement les problèmes obéissent à la peur, le moi de la peur garde les problèmes en vie. Vous avez peur de la vie, vous avez peur de la mort, vous avez peur de ce que les gens diront, de ce que les gens penseront de vous, les commérages, les calomnies, la misère, la faim, la nudité, la prison. Tout est redouté, et de ce fait, les problèmes deviennent de plus en plus insolubles, plus forts. Par conséquent, si nous voulons résoudre un problème, nous devons prendre le taureau par les cornes et découvrir quelle peur se cache derrière ce problème. Si nous affrontons le problème tel qu'il est, c'est-à-dire si nous prenons le taureau par les cornes, nous voyons que le problème se transforme en rien, il vient à se détruire, il est de nature illusoire. Dans un problème économique, que redoute-t-on? Nous avons peur d'aller en prison, nous avons peur que la famille souffre, qu'elle ait faim, nous craignons la ruine, etc. Et toutes ces peurs nous plongent en enfer. Dans un problème familial, de quoi a-t-on peur? Dans cette situation, nous pourrions découvrir des moi qui ont peur de ce que diront les autres, du scandale, des moi des attachements, des moi qui ont peur de perdre certains intérêts, etc. Mais il arrive que si l'on élimine le moi de la peur, en éliminant tous ces détails qui donnent de la force à cette peur, alors tout disparaît, cela ne devient rien. Découvrir les peurs qui donnent force et forme à ce problème, c'est prendre le taureau par les cornes. Nous y sommes vraiment confrontés. Alors on commence à comprendre que la conscience ne ressent pas la peur car la conscience est la pleine sagesse. Alors, qui ressent ces peurs? C'est le défaut psychologique par imagination mécanique. Si nous ne nous identifions jamais à un événement, un problème ou une situation, nous pouvons toujours être alertes et vigilants. Et c'est dans cet état de vigilance que l'on découvre ces défauts psychologiques. Le défaut découvert doit être compris puis éliminé. Ainsi, lorsque nous éliminons ces défauts psychologiques qui sont à l'origine de ces peurs et qui nous font projeter avec notre esprit toutes sortes d'avenirs terrifiants, le problème devient simplement une circonstance, et alors la conscience peut se manifester. La conscience peut résoudre n'importe quelle situation car elle est pleine sagesse. Nous avons tendance à croire que nous trouverons la solution au problème en nous inquiétant et en recherchant cette solution avec notre esprit, nous perdons la tranquillité d'esprit et tombons même dans l'insomnie. Nous devons comprendre que tant que nous serons identifiés au problème, nous n'arriverons pas à une véritable solution, car dans cet état, la conscience, la lumière de l'être, ne peut pas se manifester et ne peut pas nous éclairer. Il est important que nous apprenions à considérer les problèmes comme des opportunités. Puisque dans les moments les plus agréables de la vie, notre travail intérieur a tendance à être moins efficace, dans des circonstances agréables, il n'y a pas autant de matériel pour sauver la conscience. Cependant, c'est dans les situations les plus compliquées que surgissent en nous les défauts les plus graves de notre psychologie, qui ont piégé la plus grande partie de notre conscience. Et si nous apprenons à voir avec sagesse les circonstances difficiles que nous devons vivre,
celles-ci deviennent de merveilleuses opportunités de nous découvrir nous-mêmes et de sauver beaucoup de conscience et de sagesse en appliquant la mort psychologique. Si, par exemple, au travail, quelqu'un nous insulte et qu'à ce moment-là, au lieu de réagir, nous maintenons un état d'éveil et d'auto-observation et que nous commençons à observer ce qui se passe dans notre monde intérieur dans cette situation, la conscience se donne un banquet. Car là, nous pouvons découvrir beaucoup de choses négatives qui s'expriment en nous et qui emprisonnent notre conscience. On pourrait découvrir le moi de la colère, le meurtrier, celui qui veut frapper, l'apitoiement sur soi, l'orgueil blessé, la vengeance, la haine, etc. Mais quand on s'identifie, on n'identifie pas alors le défaut qui se manifeste. Et normalement ces défauts se projettent sur d'autres personnes. Lorsque nous sommes dans un état d'intolérance, nous considérons l'autre comme intolérant. Lorsque nous sommes en état de tyrannie, voulant imposer notre point de vue, nous voyons l'autre comme un tyran. Nos défauts essaient toujours de nous faire tomber dans l'identification, de sorte que nous ne les identifions pas et que nous ne puissions donc pas les découvrir et les éliminer. Nous devons commencer à voir comment les défauts font de nous ce qu'ils veulent. Et nous devons comprendre que tant que nous serons identifiés aux défauts, il nous sera très difficile de réaliser quel est le défaut, qui se manifeste dans une situation donnée. Pour le travail ésotérique, il est essentiel d'entamer une étape de lutte incessante pour ne s'identifier à aucun élément psychologique, quel qu'il soit. Si une personne s'identifie, par exemple, à l'alcool, elle finit par boire. Si vous vous identifiez à la gourmandise, vous finissez par manger, et ainsi de suite à chaque chose qui arrive. Une identification à la colère endort tellement notre conscience, que nous pourrions tenir plusieurs jours identifiés, sans revenir au travail psychologique. Il est nécessaire que nous luttions à chaque instant pour ne pas nous laisser identifier et pour maintenir l'état d'éveil, de rappel de soi et d'auto-observation. Étudions maintenant cet autre aspect qui empêche l'éveil de la conscience. Pourquoi jugeons-nous les autres? Il faut savoir que nous ne nous connaissons pas vraiment nous-mêmes et que tous les gens de l'extérieur nous servent de miroir pour nous voir refléter. Si chaque fois qu'une personne présentant un défaut apparaît, nous nous observons, nous pourrons identifier que quelque chose se manifeste en nous et qu'il ne veut pas que nous l'observions. C'est pourquoi il essaie de nous faire réagir et de critiquer ce que fait telle ou telle personne, afin qu'il puisse endormir notre conscience et que nous ne puissions pas la découvrir. Ce qui nous dérange chez quelqu'un est toujours quelque chose que nous portons caché dans notre psychologie et que nous n'aimons pas voir dans l'extérieur, c'est pourquoi nous le critiquons. La loi du miroir nous montre que tout ce que nous voyons chez les autres est ce qui est le plus profondément enraciné en nous. Si une personne est très lubrique, elle voit toujours la convoitise chez les autres. S'il est irresponsable, il voit l'irresponsabilité chez les autres. Alors, la meilleure façon de se connaître est de voir ce que l'on critique le plus, là nous découvrirons des choses étonnantes sur nous-mêmes. Parce que nous découvrirons des choses qui sont profondément ancrées en nous, et que jusqu'à présent, nous n'avions même pas reconnues, encore moins acceptées. Dans d'autres réactions, nous pouvons découvrir qu'à l'intérieur nous avons le défaut opposé à ce que nous voyons à l'extérieur. Par exemple, si je vois quelqu'un qui gaspille son argent et que j'ai le moi avare, à l'intérieur de moi, ce défaut réagit lorsqu'il voit son contraire à l'extérieur. Du coup, j'éprouve du mécontentement. L'ego est offensé lorsqu'il voit son reflet. Et c'est la raison pour laquelle, face à tout ce que nous n'avons pas travaillé en nous-mêmes et que nous ne comprenons donc pas, nous ressentons généralement de l'irritation ou du rejet. Si nous avions vraiment la vertu opposée à ce défaut que nous voyons à l'extérieur, nous ne la critiquerions pas, mais nous comprendrions plutôt cette personne. Nous pouvons voir un exemple simple avec le moi alcoolique. Celui qui boit de l'alcool est dans la polarité active de ce défaut, tandis que dans la polarité passive se trouve l'abstinent. Mais être sobre n'implique pas que vous ayez une compréhension du moi alcoolique, ou que vous ayez déjà sauvé la vertu opposée à ce défaut, mais que vous ayez seulement le défaut alcoolique réprimé. Et cela se révèle à chaque fois que vous ressentez du mécontentement, du rejet et que vous commettez l'erreur de critiquer quelqu'un qui nourrit activement sa moi alcoolique. Au contraire, ceux qui ont déjà étudié, compris et éliminé leur moi alcoolique connaissent déjà les stratégies de ce défaut, ils savent déjà comment ce défaut soumet la personne. Ils savent également les justifications qui sont installées dans l'esprit pour laisser agir le défaut, etc. Ils le comprennent déjà et, par conséquent, au lieu de critiquer la personne qui est manipulée pour ce défaut, ils essaient plutôt de l'aider en lui donnant la connaissance pour qu'il puisse sortir de là, s'il le souhaite.
La clé de tout est de toujours diriger l'observation vers le monde intérieur, de voir ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous désirons, la façon dont nous réagissons, les bavardages internes qui se produisent, etc., etc. En observant son monde intérieur, on fait de nombreuses découvertes et on peut progressivement éliminer les défauts psychologiques que nous comprenons. Mais si l'identification est donnée, la prochaine étape sera la critique. Dès que nous nous identifions, nous commençons à juger l'autre, nous critiquons le défaut que nous lui avons projeté. Pensons à ceci. Si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, comment pouvons-nous croire connaître les autres? C'est pourquoi nous jugeons toute apparence ou toute action que nous voyons chez les autres. Mais nous ne devrions jamais nous identifier aux apparences, car celles-ci peuvent être trompeuses. Par exemple, on regarde une personne dans la rue ou sur les réseaux sociaux faire une certaine chose et la critique commence. Ah, c'est une prostituée. Cet autre est un efféminé. Celui là-bas est tel ou tel, l'autre qui vient là-bas est un voleur, etc. Mais qui juge? Si nous regardons la main pointée, nous verrons qu'un doigt pointé vers l'extérieur, tandis que les 3 autres doigts pointent vers l'intérieur. Ce sont nos propres défauts psychologiques qui critiquent extérieurement ce que nous avons à l'intérieur. Nous devons réaliser que ce que nous jugeons des autres n'est qu'une simple apparence. Nous ne connaissons pas les raisons psychologiques qui ont forcé une personne à agir d'une certaine manière, nous voyons simplement une circonstance extérieure et jugeons l'apparence extérieure. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un faire quelque chose qui génère du rejet et de l'irritation, nous devons immédiatement diriger notre attention vers notre monde intérieur pour trouver, comprendre et éliminer le défaut qui réagit. Il faut aussi découvrir à partir de quelle polarité il se manifeste, le comprendre et l'éliminer, pour ne pas tomber dans l'erreur de la critique et ne pas continuer à subir les terribles conséquences que nous entraîne la critique. Examinons quelques-unes des conséquences des critiques. Lorsque nous critiquons les autres, nous ne pouvons pas nous observer, car notre vision est totalement centrée sur ce que fait ou dit l'autre. Nous perdons ainsi la merveilleuse opportunité de nous découvrir et de nous transformer. La conscience s'endort et nous perdons la capacité de jugement critique. Le jugement critique est la capacité de la conscience à comprendre ses propres défauts, mais cette capacité disparaît dès que nous critiquons une autre personne. Lorsque nous critiquons les autres, nous ne pouvons pas voir nos défauts et nous les justifierons toujours, car lorsque nous critiquons les autres, c'est parce que nous nous sentons supérieurs et bien meilleurs que celui que nous critiquons. Nous devons comprendre que la critique est la stratégie utilisée par nos défauts psychologiques, afin de ne jamais les découvrir, les juger et les éliminer. Et comme celui qui critique ne comprend pas, parce qu'il n'a rien appris de ce défaut, il est alors mis à la place de l'autre, pour vivre la même situation. Et bien sûr, il finit par agir exactement comme celui qu'il critique ou pire. Par conséquent, le jugement que nous portons est un jugement erroné, car si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, moins nous connaîtrons toutes les situations internes qui conduisent une personne à être et à agir comme elle le fait. Et que se passe-t-il avec ce mauvais jugement? Ce jugement est une calomnie, qui finit par créer une mauvaise relation entre la personne jugée et vous. Dans l'ésotérisme, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous sommes liés intérieurement les uns aux autres. Si je juge quelqu'un, je deviens son ennemi. Et lorsque nous critiquons une personne et la calomnions, il arrive que nous nous identifions et perdons la possibilité de nous auto-observer et de nous auto-juger nos propres défauts. Et une autre conséquence importante que la critique génère pour nous est le karma, car à travers la critique nous nuisons aux autres. Nous ne sommes pas chargés de karma pour ce que nous pensons et ressentons, mais lorsque nous le traduisons en une action ou une parole, nous générons déjà des dommages directs ou indirects, et nous générons du karma. Et quels seraient alors les bénéfices de lutter contre ces 2 erreurs? Quels bénéfices obtiendrons-nous si nous cessons de nous identifier et cessons de critiquer? La première est que notre conscience ne s'endormira pas et que nous aurons la capacité d'atteindre un état de conscience continu qui nous mènera au plein éveil. Nous commencerons à être conscients pendant la journée, et cela se reflètera dans de plus grands espaces de conscience sur le plan astral. De plus, nous retrouverons la capacité de jugement critique. L'autocritique est essentielle. Cela nous permet de voir notre propre défaut se refléter là, devant, chez l'autre. Et si nous prenons conscience que nous avons ce défaut, nous pouvons demander son élimination. Ainsi, le travail sur la mort psychologique sera efficace. Nous libérons constamment notre conscience et, par conséquent,
nous progresserons dans le travail intérieur. Il est important de commencer un combat pour arrêter de juger les autres. Ce combat va nous conduire à ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Ce combat va se dérouler sur deux fronts, ne pas s'identifier et ne pas juger les autres. Si nous parvenons à vaincre ces deux erreurs dans lesquelles nous tombons si souvent, nous ferons de grands progrès sur notre chemin vers l'éveil. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. Pensez à nous laisser vos questions et commentaires. Lors de la prochaine conférence, nous aborderons un sujet très important. Nous parlerons en profondeur du troisième facteur de révolution de la conscience, le sacrifice pour l'humanité. Lors de cette conférence, nous comprendrons l'importance vitale de ce facteur. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour développer ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.